Alors, bonjour, je m'appelle Bessora, je suis écrivain et aussi présidente du syndicat national des auteurs et des compositeurs, qui lance une réflexion sur les assignations identitaires dans le secteur du livre. Cette réflexion pourra bien sûr être élargie à d'autres secteurs culturels plus tard. Alors, pour bien circonscrire le sujet assignation, on peut lui donner une brève définition qui serait celle-ci, ouvrez les guillemets. Alors que chacun se définit en fonction d'un contexte ou d'éléments qu'il souhaite mettre en avant, l'assignation identitaire renvoie l'individu à une identité figée en lui attribuant des traits physiques, culturels ou psychologiques propres à son groupe d'appartenance, qu'il soit réel ou supposé. Fermez les guillemets. Alors, cette définition, elle est donnée par le Musée de l'Homme en 2016 à l'occasion de son exposition qui s'appelait « Nous et les autres ». Et cette exposition interrogeait aussi notamment la question de l'essentialisation, de la discrimination, de l'altérité, de la catégorisation, du stéréotype et d'autres notions qui rejoignent notre problématique. Donc, on parle bien d'assignation identitaire, pas de revendication identitaire. Il ne s'agit pas de remettre en cause les auteurs qui revendiquent une identité. Notre périmètre de réflexion est bien celui des auteurs qui se sentent à l'étroit dans des catégories imposées ou qui se sentent entravés dans leur liberté de création par le prisme identitaire. Par exemple, quand il ne faudrait pas que des enfants dits blancs soient des personnages créés par une femme dite noire. Par exemple, quand il ne faudrait pas qu'un homme dit blanc mette en scène des personnages roms perçus comme non blancs. Par exemple, quand des auteurs ne sont plus présentés comme des écrivains, mais comme des francophones parce qu'ils sont basanés. La question sera en effet de savoir comment, au-delà des discriminations qu'elles peuvent induire, les assignations identitaires peuvent affecter la liberté de création, notamment au travers de ces catégories qui peuvent être par exemple sexuelles, de genre, qui peuvent être aussi ethniques ou ne pas être ethniques, mais déboucher sur de l'ethnicisation. Donc ces catégorisations, ces classifications, est-ce qu'elles n'ont pas pour corollaire des injonctions de contenu ? Tu es une femme asiatique hétérosexuelle, parle de la condition féminine asiatique hétérosexuelle. Auquel cas, comment est-ce que nous, organisations professionnelles, on pourrait agir pour garantir à ces auteurs qui se sentent assignés leur libre expression, dans les limites de la loi, bien sûr, et comment est-ce qu'on peut les préserver de la censure, voire de l'autocensure? Car si les assignations identitaires posent la question de la liberté de création, elles posent aussi la question de la diversité culturelle. Donc, vaste sujet qui amène beaucoup de questions. D'où est-ce qu'elles viennent, ces assignations? De la chaîne du livre, des médias, des institutions culturelles, des pouvoirs publics, de l'université? Est-ce qu'elles peuvent aussi venir des lecteurs au travers de leur horizon d'attente? Est-ce que ces assignations que certains appellent des obsessions identitaires, elles minent la réception des œuvres qui ne répondraient pas aux injonctions de contenu? Et est-ce qu'il y a un lien entre ces assignations identitaires et, par exemple, la question de l'appropriation culturelle? Donc, on va aborder toutes ces questions au travers de plusieurs rendez-vous, parce que celui-là n'est que le premier d'autres qui suivront. Et ce premier rendez-vous nous permettra, par exemple, de recueillir des témoignages d'auteurs, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, il y a Wilfried Nsonde, qui est écrivain et musicien, Pia Petersen, qui est romancière, mais aussi novelliste, sauf erreur, Shumona Sina, qui est également romancière. Il y a aussi Alison Rice, qui est professeur de littérature à l'Université Notre-Dame, et Jean-Loup Amsel, qui est chercheur afrocentriste et qui a écrit de nombreux essais. Je ne suis pas afrocentriste. Hein. Ah, pardon, Africaniste peut-être, mais pas. Africaniste, pardon. Donc, vous pouvez réagir dans le chat, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos remarques ou poser des questions dans le chat. Il y a un petit bouton en bas, bouton discussion, qui vous permet d'y accéder. Et on prévoira des moments de discussion dans le cours de ce webinaire, mais on va commencer par vous présenter les actions qu'on a déjà mises en œuvre pour entamer cette réflexion, qui sera multiforme. Donc, je vais passer la parole à Caroline, notre chargée de communication, qui va vous présenter ce que le SNAC a fait au Centre national du livre et à la Bibliothèque nationale de France.
Oui, bonsoir à tous. Alors en fait, c'est début 2022 que le Centre national du livre a donné une première assise à notre démarche en nous invitant à participer à la rédaction d'une charte des valeurs comportant 3 volets. Premièrement, la lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes. Deuxièmement, la lutte contre les discriminations. Et troisièmement, les actions en faveur de la transition écologique. Alors, seul le volet sur la lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes a entraîné une conditionnalité des aides. De notre côté, on le déplore. Néanmoins, il est exigé de chaque demandeur d'aide publique qu'il adhère à la charte dans son intégralité. Pour notre part, nous avons activement participé aux réunions avec d'autres organisations syndicales d'auteurs, des syndicats de libraires, d'éditeurs ou encore des organisateurs de festivals. Alors, sur la lutte contre les discriminations, nos discussions ont soulevé une difficulté assez rapidement. Comment concilier la demande légitime d'auteurs de ne pas être réduits à une identité qui leur a été assignée, alors qu'elle soit francophone, sexuelle, de genre ou autre, à des revendications tout aussi légitimes de représentation. Par exemple, comment considérer à la fois les autrices de bande dessinée qui en ont marre qu'on leur demande en interview de parler de la BD féminine, ce qu'elles vivent comme réducteur, surtout quand ce n'est pas une de leurs thématiques d'écriture, et des autrices qui veulent mettre en avant leur appartenance à des collectifs ou à des résidences de femmes artistes, partant du principe qu'on n'a pas assez donné la parole à l'expression des femmes dans les arts. Il nous a semblé que la meilleure façon d'entendre tout le monde, de prendre tout le monde en considération, était de partir de la formulation du code pénal sur les motifs de discrimination prohibés. Nous avons donc initié pour la charte la rédaction suivante, qui a fait l'objet d'un consensus à l'alinéa intitulé « Lutte constante contre toute forme de stéréotypes ». Je vous l'affiche à l'écran. Est-ce que vous le recevez bien? Ouais. Oui. Donc on peut lire « Il est primordial que chacun s'interroge sur les choix, guidés parfois par des stéréotypes, qui peuvent mener à des discriminations. Ainsi, la classification des ouvrages, des auteurs et autrices, en librairie, en bibliothèque, en université, où les invitations à des rencontres doivent uniquement se baser sur des critères objectifs dans le respect des dispositions légales et non sur des stéréotypes. Les auteurs et autrices ne seront ainsi l'objet d'aucune assignation identitaire ou d'injonction de contenu liée aux motifs cités dans l'article 225.1 du Code pénal mentionné. Alors, la charte des valeurs a été adoptée fin mai 2022, mais nos interrogations, notamment sur la francophonie, débordant le seul cadre de la lutte contre les discriminations, le CNL nous a encouragés à développer le sujet à l'appui de la charte auprès d'autres institutions. C'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité un entretien avec la présidente de la Bibliothèque nationale de France. Nous lui avons d'abord adressé une lettre faisant état d'incongruité dans le catalogage des auteurs. De la même manière, je vous la mets à l'écran. Alors, nous avions deux problèmes principaux qui n'étaient pas sans évoquer de vieux réflexes colonialistes. Tout d'abord, nous avons remarqué que les auteurs français basanés avaient tendance, dans leurs notices biographiques, à perdre la nationalité française. On a ainsi appris par les fiches d'Aimé Césaire et d'Édouard Glissant que la Martinique était un pays au sens de la BNF, tout comme la Guadeloupe, alors que de son côté, Michel Houellebecq, né à La Réunion, était d'emblée classé dans le pays France. Ensuite, notre autre problème concernait le portail francophone qui définissait sa collection comme celle d'une littérature étrangère à part, je cite. Alors, certains auteurs étaient donc intégrés à cette catégorie d'auteurs étrangers, mais d'autres pas, sans qu'on comprenne bien sur quels critères. Nous avons été reçus en juin à la BNF pour évoquer ces sujets avec Kevin Riffaut, le directeur général, et Emmanuel Jasslier, le directeur du département des métadonnées. Tout en déplorant, je cite, des mauvaises pratiques historiques qu'il convenait effectivement de corriger, ils nous ont expliqué leurs contraintes, faites de normes ISO, de standards internationaux et d'obsolescence logicielle. Alors, tout en comprenant ces justifications, nous avons fait valoir de notre côté que leur approche n'était ni neutre, ni dénuée de biais d'ordre idéologique. Alors, c'est un entretien qui est positif dans le sens où ils nous ont écoutés. Une partie des fiches a depuis été corrigée, les éléments de langage les plus spécieux du portail francophone ont été modifiés, mais disons que le chantier n'est pas terminé. Nous suivrons ces évolutions naturellement pour nous assurer que tout ça va dans le bon sens, mais sachez déjà que vous pouvez faire modifier vos propres fiches en cas d'erreur
et que c'est auprès des éditeurs que les bibliothécaires prennent leurs informations. Mais ça, Emmanuel de Rangervais vous en parlera dans le dernier volet du webinaire. Oui, Caroline vous parle de vos propres fiches parce qu'en effet, les auteurs ont la plupart du temps une fiche qui les identifie à la Bibliothèque nationale de France et probablement dans d'autres bibliothèques. Et ça se croise sans doute avec les universités. Donc ça, c'est ce que le SNAC a fait avec la BNF et le CNL. Il y a eu d'autres initiatives. Il y a plusieurs années, par exemple en 2007, il y a eu le manifeste des 44 à Saint-Malo qui interrogeait le concept de littérature francophone et qui proposait un autre concept qu'il appelait littérature monde. Sauf qu'on changeait de nom, mais ça ne changeait pas réellement la problématique. Alison Rice, qui est là aujourd'hui, a publié un livre qui s'appelle Francophone métronome, où tu me corriges, Alison, si je dis une bêtise, mais tu interroges ces catégories identitaires, qu'elles soient féminines ou francophones, par exemple, au travers d'entretiens que Alison a menés avec des autrices pendant de très nombreuses années. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Le voilà. J'ai pris le livre juste avant, en bas, donc pour avoir l'illustration. Oui, donc c'est juste ce que tu dis. Worldwide Women Writers in Paris. C'est ça. Avec le sous-titre Francophone Metronomes, qui est effectivement le titre du site web contenant ces entretiens filmés avec les autrices en question. Oui, merci. Donc, là, je vous propose peut-être qu'on passe maintenant aux auteurs qui ont accepté notre invitation. Pia. Oui, je suis là. Est-ce qu'on peut parler d'argent et de technologie quand on est une femme? C'est compliqué. Tous mes sujets ont été compliqués du fait que je suis une femme, mais aussi parce que je suis danoise, mais aussi parce que je ne suis pas tout à fait francophone. Enfin, c'est vrai que je coche quasiment toutes les cases. Dernièrement, je me suis fait écarter parce que je ne venais pas d'un pays où il y avait des génocides. Donc, et la marche des pauvres de Los Angeles, par exemple, est-ce que c'est un sujet que vous pouvez aborder? Ça, je me suis pris toutes mes précautions en avance, c'est-à-dire que j'ai essayé d'évaluer tous les types de couleurs que je pouvais inventer ou me baser sur les espèces de cartonnets de peinture pour pouvoir mettre tout le monde à la même enseigne. Mais c'était assez compliqué puisque je suis blanche et tous mes personnages étaient noirs. Alors, j'ai fini par donner à mon personnage des yeux pairs, donc un œil de chaque couleur, pour créer une minorité encore plus minoritaire, pour pouvoir me justifier si problème il y a. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des attentes de la part de vos éditeurs, par exemple, sur ce que vous feriez mieux d'écrire ou ce que vous Là, ne je feriez pas? suis dans une position un peu particulière parce que je suis danoise, donc je suis une écrivain français puisque j'écris qu'en français, je n'ai jamais écrit en danois. Je ne suis d'ailleurs pas traduite pour les mêmes raisons, que je suis dans une espèce de no man's land quelque part. Comme je suis danoise, on s'attend de moi, je suis classée dans les romans danois. Je ne suis pas classée dans les romans français, mais je n'ai jamais écrit sur le Danemark. J'écris en français, mais mes romans se passent maintenant majoritairement aux États-Unis. Du coup, on ne comprend plus. Du coup, on ne sait pas où je dois... du coup, c'est très confus pour les uns et les autres. Les Américains refusent un peu parce qu'ils pensent que les Américains sont les seuls à comprendre les États-Unis. La France, mes éditeurs m'ont demandé de réduire les espaces dans mon roman, les espaces américains à des espaces parisiennes, en partant du principe que je traduis que par des écrivains français et qu'ils devaient être capables de comprendre mon sens de l'espace, qui est basé sur un espace américaine. De même, on a considéré que je ne pouvais pas, en tant que Danoise qui vit à Paris, connaître réellement les États-Unis. Donc, ça a été vraiment très, très compliqué de transporter le bouquin. Voilà. Alors que même, c'est l'éditeur qui m'avait dit que ça sera intéressant de le faire.
Et comment ça se passe dans les librairies, du coup comment est-ce que les représentants déjà vendent vos livres aux libraires et comment est-ce que les libraires les organisent et les présentent à leurs lecteurs? Alors, j'ai demandé aux éditeurs depuis presque 20 ans de prendre en considération que je suis considérée comme un écrivain danois. Et donc, il y a une moitié des librairies qui prennent le bouquin et qui les mettent dans le rayon danois. Alors, le rayon danois, c'est sous la table quelque part. En général, il n'y a pas de rayon danois d'ailleurs. C'est autre, c'est le rayon autre. Oui. Et ça, je n'ai jamais pu réellement le redresser. Ça, c'est des choses dont je me rends compte dans les salons, puisque je suis mise dans des rayons littérature étrangère. Enfin, il y avait toute une histoire de salon. Il y avait au salon du livre, il y avait le salon francophone. Donc, Alain Mabanckou avait présenté mon projet. On m'a recalé en disant que je n'étais pas un écrivain francophone puisque j'étais danoise. Après, et qui écrivait en français. J'étais aussi considérée comme un écrivain français. Après, il y a eu le salon des écrivains français. Là, on m'a recalé parce que je suis considérée quand même aussi comme un écrivain danois. Et l'année suivante, alors ça s'est vraiment fait sur 3 ans, hein. L'année suivante, c'était les pays scandinaves. Donc, j'ai dit avec le Sud, il faut encore une fois présenter le projet. Et on a dit non, 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 j'étais complètement considérée comme un écrivain français, donc je n'y avais absolument pas ma place, puisque je n'avais jamais écrit sur le Danemark et je n'avais aucun ouvrage publié en aucune langue scandinave. Voilà. Donc, il y a des écrivains qui accumulent. Alain Mabanckou, il est congolais, il est français, il est américain, il accumule et il est francophone. Mais moi, je suis dans le cas où je suis moins. Je suis ni ceci, ni cela. J'accumule les moins. Alors, c'est des trucs qui sont assez durs à traîner parce qu'on n'entre jamais dans une catégorie. On est dans plein de catégories, mais jamais les catégories qui conviennent. À savoir, pas de catégorie. Et en fait, il n'y a pas de catégorie. Oui, puis en fait, comme vous dites, il y a peut-être beaucoup plus d'auteurs qu'on pense qui sont concernés, en fait, qui sont entre les catégories ou qui sont sur d'autres catégories ou qui… Et au niveau des médias, donc les services de presse, hein, quand on publie nos bouquins, l'attaché de presse nous fait signer des livres et il les envoie dans les rédactions. Et on observe que de plus en plus dans les rédactions des journaux, il y a de plus en plus de journalistes spécialisés en littérature francophone ou spécialisés en littérature de genre ou spécialisés… Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de spécialisation? Ah bah, tout le temps, puisque je travaille un petit peu à l'américaine. J'aime bien le mot fiction parce que ça enlève une grande partie des genres. Et je combine les différents genres dans un seul roman. Donc, on peut me mettre en roman noir, on peut me mettre en roman blanc. Je n'aime pas beaucoup ces distinctions-là, j'ai un petit problème avec. Mais le fait est que je suis un peu dans tous les genres en même temps. On m'a dit aussi que j'étais SF. Enfin, on a essayé de me mettre dans tous les genres. Quand je travaille beaucoup sur des problématiques de société, enfin de la société, toutes les problèmes enfin toute la société aujourd'hui, j'essaie vraiment de la décoder. J'ai fait ça depuis 20 ans. Il y a pas mal de sujets aussi qui ont été très compliqués à pouvoir faire admettre comme des sujets que moi j'avais traités, qui n'étaient absolument pas pris au sérieux, puisqu'il y avait notamment le sujet de l'argent qui était tombé en pleine crise en 2008. Où la parole était donnée uniquement aux écrivains mâles. Donc, je me suis située comme ça sur pas mal de sujets d'actualité, aussi technologiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais de même, je ne suis pas pris au sérieux au même titre que les écrivains hommes.
J'ai même eu parfois des remarques pour des journalistes, qu'est-ce que va faire un écrivain avec ces sujets-là, etc. Il y a aussi des sujets qu'on a le droit de traiter ou non en littérature. Ça, là, pour le coup, ce n'est pas nécessairement d'une certaine manière sexiste, mais c'est aussi qu'est-ce que c'est qu'un sujet littéraire ou pas. Mmh. Et donc, quand vous rencontrez les lecteurs dans les salons, par exemple, ou quand vous entendez parler de lecteurs qui vous ont lu, est-ce que vous avez l'impression qu'il peut y avoir des attentes qui seraient liées à votre identité? C'est-à-dire, est-ce qu'on va attendre de vous des sujets particuliers ou un traitement particulier et s'étonner de ce que vous proposez de la part des lecteurs? Ah ben là, l'autre jour, dans un petit salon, il y avait une dame qui venait. Ah, mais j'adore lire les écrivains danois, j'apprends plein de choses sur le danois, sur le Danemark. Et elle est partie avec mon bouquin, très heureux à la caisse. J'ai rien dit parce que Quelle déception! chacun a ses limites au niveau d'honnêteté. Mais oui, on s'attend on s'attend plus maintenant à que j'écris sur le Danemark, mais j'ai quand même lutté 20 ans pour avoir la liberté d'écrire sur le sujet que je traite. Mais ça, c'est toujours très, 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 très problématique parce que, en plus, au niveau de l'assignation à l'intérieur des choses, il y a beaucoup, beaucoup de censure, hein. Je suis quand même pas mal censurée, que ce soit au niveau politique, et aussi au niveau du fait que je sois une femme blanche, hein. C'est aussi, ça me limite un peu dans mes sujets puisque j'ai toujours travaillé sur la multitude de nationalités, etc. Je suis assignée dans ma nationalité, voilà, je dirais ça comme ça. On attend de moi quand même que j'écris quelque chose sur le Danemark. C'est toujours contesté le fait que j'écris en français. Maintenant, j'utilise beaucoup l'anglais. J'ai appris que j'étais en plus petit prix avec des bouquins au fil du temps. J'avais jamais su, on me l'avait jamais dit. Et on m'a dit à chaque fois qu'en fait, comme je mets de l'anglais dans mes romans et parfois des petites citations danoises, on me écarte tout de suite à cause de ça, parce qu'il y a un mélange aussi de langues. Mmh. Il y a Marie-Hélène Chioca qui demande de quelle censure Oui. politique est-ce que vous parlez? Bah, c'est souvent quand même les éditeurs, hein. C'est les éditeurs et après ça dépend comment c'est reçu un peu par la presse. Ou à l'intérieur d'un sujet où l'éditeur, il va se passer sur des choses, qu'il connaît lui du sujet. Mais après la liberté de alors par exemple, j'avais dans Paradigma, alors c'était au niveau politique assez intéressant, je me suis vraiment cognée à un gros problème. Puisque le sujet était une manifestation gigantesque, j'avais repris l'idée de la marche de Martin Luther King, mais comme il le voulait originellement, c'est-à-dire la marche des pauvres. Et contrairement à Martin Luther King, il n'y avait pas dans ma marche, moi, il n'y avait pas de quelqu'un qui était à la tête de la marche. Et il est quand même bien connu qu'on sait qu'une manifestation ne réussit jamais. Donc, ce n'est pas la peine de faire une manifestation parce que ça ne réussit jamais. Et dans ma manifestation, les manifestants ont eu gain de cause. Donc, le roman s'était terminé sur une note très, très positive qui voulait que les manifestants gagnaient gain de cause et ils ont changé le paradigme mondial. Mes éditeurs ont complètement refusé l'idée qu'on pouvait réussir quelque chose par le biais d'une manifestation. Ils ont dit, c'est pas possible, il faut changer la fin, on ne peut pas mettre une fin heureuse, on ne peut pas donner droit aux manifestants de gagner. C'est pas possible. L'enjeu étant le revenu de base. Et là, il y avait un vrai sujet politique qui s'était dégagé. Parce que moi, j'ai dit, mais si la littérature, c'est une ouverture où on puisse créer ce qui n'existe pas, on ouvre des portes, on crée la possibilité. Là, vous êtes en train de me dire que je dois me plier au réel parce que vous avez décidé que ça ne peut pas se faire. Mais au nom de quoi vous décidez que ça ne peut pas se faire? Il faut noter que l'éditeur a déjà payé le bouquin. Et en fait, on n'a pas fait le bouquin ensemble.
Ah ouais. Parce que je voulais garder ma faim. Parce que si on n'ouvre pas la porte, on ne pourra jamais ouvrir la porte. Et là, il y avait directement de la censure. Parce que je ne m'accordais pas à l'idée politique de mon éditeur. Je crois qu'il y a Simone, tu voulais faire une remarque, poser une question, Simone? Ton micro. Mon son, voilà. Bon. Oui, oui, c'est mieux, c'est mieux. Non, non, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a des sujets qu'il ne faut surtout pas traiter, mais lesquels, par exemple, et puis qui fait ces injonctions? Est-ce que ça vient des éditeurs principalement ou de quelque chose de politique encore plus général? C'est un peu selon comment on aborde les questions. Là, maintenant, on commence à introduire réellement la technologie en littérature, mais pendant très longtemps, il n'y avait que Houellebecq qui avait vraiment le droit. Ceux qui avaient un peu soulevé cette interdiction non dit de traiter de technologie de façon plus simple en littérature, c'était l'écrivain suédois qui avait fait le Millennium, hein, parce qu'il avait, et puis il a amené ça à être même un petit peu à la mode. Mais sinon, ça a été très, très compliqué de mélanger à la fois technologie, mais aussi science en littérature. C'est-à-dire la littérature, c'est littéraire, c'est d'une histoire, mais c'est rien d'autre. Hein. Il y a quand même beaucoup à l'intérieur même de la littérature, beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. J'avais fait à une époque, j'avais fait une liste de quand on écoute les éditeurs, de tout ce qu'on ne peut pas faire. Et la liste, parce qu'en fait, quand on écoute bien de près tous les discours à la fois télévisés, etc., on se rend compte qu'on parle toujours de tout ce qu'on ne peut pas faire en littérature, mais rarement de tout ce qu'on peut faire. Et la liste était très longue. Et j'étais un peu affolée parce que je me suis dit, finalement, on passe notre temps à expliquer tout ce qui n'est pas la littérature, au lieu d'ouvrir le champ de qu'est-ce que c'est que la littérature. Et puis, évidemment, là-dessus, ça ajoute quels sont les types de sujets qui apportent. Et les éditeurs ne vont jamais dire, on est en train de vous censurer, ils vont dire, oui, mais ça ne rapporte rien, les gens n'aiment pas, ce n'est pas la peine de traiter ce type de sujet. La censure passe beaucoup à travers des chiffres maintenant. Oui, ça c'est sûr. Alors, il y Ça vient a... vraiment que des éditeurs, ça, finalement. C'est les éditeurs, mais c'est aussi le lecteur, c'est aussi le représentant, le commercial de chaque maison d'édition décide plus ou moins maintenant ce que va pouvoir écrire ou pas écrire l'écrivain. Notre domaine s'est considérablement rétréci. Hein. Okay. J'avais demandé à Alain Mabanckou, il m'avait demandé depuis des années de me mettre dans la peau d'une femme noire et d'écrire un roman là-dessus. Il voulait vraiment que je le fasse. Il m'avait demandé des années de faire ça. Et je lui ai dit, je suis prêt à le faire maintenant. Et il m'a dit, oui, mais là, maintenant, tu ne peux plus. Ce n'est pas possible, tu vas te faire assassiner. Il y a Jean-Loup qui voulait... Oui, à propos de Mabanckou, justement, et du salon du livre francophone, si j'ai bien compris ce que vous disiez, on ne peut pas être francophone si on est européen, et en l'occurrence danois ou danoise, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alain, il appelle ça francophile parce qu'il devait me faire une catégorie à moi et quelques personnes qui sont dans mon cas, mais on n'est pas réellement accepté en tant qu'écrivain francophone. D'ailleurs, pour les alliances françaises, c'est tout ça qui envoie des écrivains à l'étranger et tout ça, on n'est jamais consulté, nous qui sommes des francophiles. C'est-à-dire qu'il n'a pas été né dans la langue, mais qui a appris la langue. On n'est jamais considéré comme des vrais francophones, puisqu'on n'est pas de pays colonisés. C'est ça, il faut être d'un pays colonisé. Voilà. Alors, pas nécessairement, hein, parce que si on regarde au CNL, à la BNF et dans un certain nombre d'institutions, l'auteur francophone, c'est l'auteur étranger qui écrit en français, quelle que soit la couleur de sa peau, ou l'auteur français qui a une gueule d'étranger. Pas bon, ça... Oui, mais il faut Alors, être moi, je basané. répondrais que dans tous les domaines, les écrivains ont une liberté quasiment nulle à l'heure qu'il est. Parce qu'en plus de ça, s'ajoute l'injonction
ou la demande, l'exigence de réalité dans les écrits. Alors là-dessus, j'avais écrit un roman qui s'appelait Un écrivain vrai, qui mettait l'écrivain face à tous les limitations de liberté auxquelles on devait faire face en tant qu'écrivain. Et là-dedans, il y a l'exigence de la réalité. Et là, ça rejoint ce que vous aviez dit tout à l'heure. Une femme doit écrire sur une femme, un homme doit écrire sur un homme, et ainsi de suite. Ouais. On doit être très près de son réel, on ne doit pas s'écarter du réel. Et il faut être près de son propre réel, il faut parler que des choses qu'on a vécues. Donc l'empathie n'existe pas? Non, ça on ne peut plus le faire. Je sais que dans beaucoup de maisons d'édition, ils sont quand même des comités ethniques maintenant, hein, qui va voir à qui on risque de blesser ou pas quand on écrit maintenant. Et, ouais, quand j'écrivais Paradigma, j'ai un sens de l'humour extrêmement ironique et même parfois sarcastique. C'était un truc où j'étais obligée de m'entourer de précautions pour pas que ça entame ma liberté. Et c'est vrai que ce que vous racontez, ça risque de poser des problèmes à pas mal d'auteurs. Par exemple, les traducteurs. Une femme traductrice eurasienne, est-ce qu'il va falloir qu'elle traduise que des femmes strictement eurasiennes? Oui, mais c'est ça. Il y a eu le problème d'un écrivain, d'un traducteur blanc qui devait traduire un écrivain noir et le contrat est annulé. Moi-même, j'étais dans ce cas de figure. Je voulais faire une traduction de poésie d'un noir américain, un auteur noir américain, et Alain m'avait dit non, mais il faut que ce soit un traducteur noir parce que tu ne connais pas le problème de l'esclavage. Il est revenu dessus après, hein, je vous rassure. Parce que c'est quand même une négation totale de ce qu'est le travail du traducteur. Enfin, la traduction, c'est transposer un monde dans un autre monde, et on n'a pas besoin d'avoir la même couleur de peau ou le même sexe. Enfin. Ah, je sais, absolument. Mais c'était vraies limitations au niveau du travail. Moi, comme j'ai toujours eu beaucoup de multinationalités dans mes romans, je sais qu'à chaque fois, maintenant, ça devient de plus en plus complexe pour qu'on ne se rend pas coupable d'avoir dérangé quelqu'un. C'est considéré comme un point de vue universaliste dominateur. Oui. Je vous propose peut-être qu'on écoute Wilfried. Alors, Wilfried était censé être là avec nous, Wilfried Nsondé, mais il est dans un avion. Et dans un avion, il n'y a pas de Zoom. Il y a du Wi-Fi maintenant. Ouais, mais ça coûte très cher, je crois. Donc, non, c'est gratuit. Sur Air France, c'est gratuit. Ouais, mais Zoom, tu peux consulter tes messages, mais c'est tout. Hein. Donc, il nous a enregistré un petit message sur cette question-là. Donc, je vais vous le diffuser. Hop, vous voyez mon écran? Oui, et on voit Wilfried. C'est parti. Bonjour, je suis Wilfried Nsondé, je suis écrivain et musicien. Voilà, donc j'ai envie de vous parler un peu des assignations identitaires. C'est vrai que voilà, depuis que j'ai commencé à faire de l'art dans ma vie, j'ai dû lutter contre ça. Quand je faisais de la musique et que je démarchais à l'époque à Berlin pour des concerts, on commençait à me demander, avant même d'avoir écouté si je faisais du reggae ou du hip-hop. Et moi, ma réponse était, tu écoutes ce que je fais et si ça t'intéresse, tu me fais jouer. D'autant que la musique que je faisais, elle s'entendait comme justement une espèce de crossroads. Voilà. Il y avait des influences rock, des influences jazz, reggae, tout ce qu'on veut. Mais je n'entendais pas me limiter à une seule catégorie. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais appelé cette musique du coup l'afro-punk, parce que personne ne savait ce que c'était, ce qui me permettait de faire ce que je voulais. En littérature aussi, voilà, j'ai commencé chez Actes Sud dans la collection Afrique.
Donc, il a fallu que je bataille pour expliquer que c'est une assignation qui ne me correspondait pas, parce que, alors, je suis afro-descendant, j'assume ça, mais dans la création, j'entends moi ma création littéraire comme quelque chose, il y a une ambition universelle, je l'assume. Et donc, il a fallu que je bataille pour me sortir de cette catégorie-là. Et voilà, j'ai jamais cédé sous l'espèce de pression qui arrivait, alors des institutions, des éditeurs moins, des libraires non plus. Mais voilà, les journalistes souvent m'ont mis dans la catégorie francophone, ce qui est à la fois juste, parce que oui, j'écris en français, mais voilà, c'est aussi, il y a une connotation qui distinguerait la littérature francophone de la littérature française, alors qu'elles s'écrivent dans la même langue et que je suis de nationalité française. Enfin, bon, au fil du temps, je pense que le milieu, entre guillemets, a compris que ce qui m'intéressait moi, c'était de produire des émotions. Du coup, sur les 8 romans que j'ai écrits, mes personnages vont dans mon premier roman de quelqu'un qui me ressemble beaucoup, parce qu'il est né au Congo et qu'il a grandi en France, jusqu'à, dans mon dernier roman, les personnages sont du plancton, parce que ça m'intéresse. Et entre-temps, j'avais des personnages de chamans sibériens, de scientifiques français, de mafieux russes. Enfin, voilà, je crois que ça n'a pas toujours très simple, ça n'a pas toujours été très simple d'essayer d'exister tel que je voulais exister en marge de ces tentatives de catégorisation, d'assignation identitaire. À vrai dire, je n'ai jamais compris cette volonté qu'il y a de vouloir enfermer les artistes dans des catégories dont en plus la définition est toujours floue, voire absurde en ce qui concerne encore une fois la littérature francophone et la littérature française. Au final, voilà, ces tentatives d'assignation identitaire m'ont conforté dans l'idée d'assumer ma conception de la littérature. Et au fil des romans, au fil des créations, je pense qu'aujourd'hui, j'existe en tant que moi. Voilà, en tant que moi, auteur. Quelqu'un me disait l'autre jour, je crois que c'était mon ami Gauze, que j'étais l'inclassable. Ça me plaît beaucoup, l'insuivable. Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup plus facile pour moi parce que voilà, mon œuvre le montre et voilà, sans que j'ai eu à céder, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une tentation pour que ce soit plus facile de se conformer à une catégorie pour faciliter le travail des journalistes, des éditeurs, des institutions. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait depuis 2007 que je suis dans ce milieu-là, et je vois dans les bibliothèques, dans les librairies, il y a de moins en moins, il en reste encore, mais il y a de moins en moins de catégorisation. Voilà, les libraires classent les livres écrits en français par ordre alphabétique. Voilà, après, bon, c'est toujours compliqué aussi de généraliser, parce que il est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai pu apprendre ça en considération au regard de mon parcours. Je peux imaginer que pour d'autres, pour ceux qui commencent, ça peut être compliqué. Voilà. Bonjour, je suis Fanny Sandé, je suis... Et voilà, je suis de retour. Voilà, donc j'ai envie de vous parler un peu des assignations. Voilà, vous me voyez, c'est bon? Oui. Non. Bien, très bien.
Ah, alors il y en On a te qui me voit, voient, il y en a qui ne on me te voient voit, oui. On te voit. On ne voit que toi. pas. Écoute, est-ce que, Marilène, je vois que vous avez un commentaire. Peut-être, est-ce que vous voulez réagir sur ce que vient de nous confier Wilfried? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Un commentaire? Le commentaire, pour moi, c'est une surprise de voir finalement à quel point c'est difficile et que tous les écrivains, là, tous ceux qui ont parlé, et très différents les uns des autres, finalement font face quand même à un problème de... Oui, de... Alors, je ne sais pas comment il faut le nommer. Hein, si c'est L'assignation identitaire. assignation. Enfin, ouais. Tout à l'heure, j'ai été surprise par l'idée de catégorisation, qu'il fallait absolument catégoriser, comme si pour entrer dans une bibliothèque, il fallait, en tant qu'auteur, être catégorisé. Ça me paraît assez absurde, en fait, au final. C'est assez ça. Hein, voilà. Et du coup, et puis l'intervention de Pia, Pia, oui. Voilà. J'ai vu aussi que, comment dire, excusez-moi, oui, enfin bon, ça m'échappe, voilà. Et oui, j'avais à ce moment-là une toute petite remarque, c'est que j'entends que vous dites, Pia, que c'est de pire en pire. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai entendu. Oui. Aujourd'hui, on pouvait finalement, la marge de liberté de l'écrivain était de plus en plus étroite. Oui. Voilà. Et moi, je voulais juste à ce moment-là, j'ai pensé à une expérience que j'ai pu faire en 2021 2022, enfin, entre 2018 et 2021. On m'a confié un atelier d'écriture avec des femmes d'origine maghrébine. Cela a pu donner lieu à une pièce de théâtre qui est issue de témoignages et de partage de vie avec ces dames. La pièce a été éditée chez Lanzmann, elle a été jouée et malheureusement le Covid est passé par là. Donc la pièce a eu une vie très courte malheureusement. Mais en tout cas, c'était encore possible. Et du coup, je m'interroge si aujourd'hui, ça a été une rencontre humaine avant tout. Et j'ai trouvé que le fait de pouvoir rencontrer des gens, des femmes qui ne partageaient pas du tout ma vie, m'a été une source d'enrichissement pour moi extraordinaire. Je pense aussi pour elles. Ça a changé complètement mon regard sur ces femmes. Ce que nous avons vécu, puisque non seulement nous avons échangé, etc., mais nous sommes allés ensemble à Paris. Ça s'est passé en province. Et on a fait un grand voyage à Paris avec elles et leur centre social, enfin le centre social où elles étaient, où elles voilà. Et donc, je trouve que ce serait se priver vraiment une grande privation que de ne pas pouvoir parler des uns des autres, déjà se rencontrer, voilà. Et puis faire l'expérience d'être un autre. C'est aussi ce que permettent les arts, quoi, de se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre. Et puis, je vais ajouter un truc du coup avec ce que vous dites, j'arrête après si vous voulez, mais c'est de voir aussi les résonances. C'est qu'en fait, en écrivant sur ces femmes, j'ai dû aller chercher la part de moi-même qui avait résonné en les regardant, en les écoutant, justement leur part de silence, leur part d'étouffement, voilà. Et j'ai vu qu'elles étaient finalement un peu comme moi, ou j'étais un peu comme elles. Simone, tu voulais... Oui, en fait, en entendant ce que disait Wilfried vers la fin, et puis en vous écoutant là à l'instant, en fait, je voulais aussi, moi, donner ce que j'appellerais un non-témoignage, parce que Pia, je comprends, elle dit que pour elle, c'est très, très difficile. Alors, moi, j'en parle, je suis à l'origine documentariste sonore, et ce que je dis là, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai pratiqué pendant très longtemps sur l'antenne de France Culture. Hein, c'était dans ce cadre précis. Maintenant, je fais du son, du documentaire sonore où j'écris dans d'autres cadres, d'une autre manière. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il ne m'a pas semblé, j'y ai bien réfléchi, hein, il ne m'a pas semblé à aucun moment
d'avoir été assignée parce que je suis, par mon identité, à faire ou à parler ou à dire ou à fabriquer des documentaires sonores d'une certaine manière. Hein, par exemple, on ne m'a jamais interdit de parler d'agriculture, de traiter de l'agriculture dans les campagnes françaises, parce que j'avais pas du tout cette origine. On m'a pas interdit de faire des documentaires sur les marins bretons, parce que je savais pas ce que c'était dans les tripes que la navigation ou la remontée d'un chalut sur le pont d'un bateau. Ou bon, on m'a pas non plus interdit d'aller en banlieue parisienne rencontrer des migrants, parce que je n'avais pas vécu j'avais pas leur vécu de l'émigration, de l'injustice, enfin, ou des traditions religieuses, par exemple. Hein. Mais par contre, je peux dire qu'effectivement, j'ai proposé d'écrire avec des sons et avec des mots, donc encore en documentaire, ce qui rejoignait mon identité d'origine. C'est-à-dire que moi, je fais partie de la diaspora des Juifs d'Égypte, et donc j'ai eu envie de transmettre, enfin de dire, de faire parler ces personnes parce que elles avaient des personnalités, parce qu'elles avaient un humour, parce qu'elles avaient une histoire, et surtout parce que l'histoire des individus s'écrivait dans l'histoire collective, rejoignait l'histoire collective. Donc voilà, mais ce que j'ai fait là, c'était pas du tout parce qu'on m'a dit tu le fais parce que tu es comme ça et parce que ton identité est celle-là. Non, je l'ai fait tout à fait de bon gré avec le désir de le faire. Et peut-être le seul souvenir que j'ai pu avoir, non pas d'une injonction, je ne peux pas du tout dire ça, mais on m'a demandé de faire une série d'entretiens à voix nue. Alors, à voix nue, le titre dit bien ce qu'est cette émission, c'est-à-dire ce sont des entretiens sur une semaine où voilà, on a en face de soi quelqu'un, et c'était de faire des entretiens avec un auteur, un écrivain irakien d'origine juive, qui était passé par la France et qui ensuite a émigré au Canada, mais toute son œuvre a été écrite en français. Et parce qu'il a choisi, lui, la langue française, justement. Alors, je sais pas, on a regardé l'autre jour, Bessora, comment était classé son nom à la BNF, et c'est quoi, c'est littérature canadienne de langue française, enfin bon, j'ai pas, voilà. Mais voilà, bon, c'était pour dire que moi, j'avais pas du tout ressenti ça, et que je vous rejoins, Marie-Hélène, quand vous dites que ce serait se priver de plein de choses que de ne pas s'ouvrir finalement à des personnages, à des sujets différents, quoi. Il y a Pierre-André, puis après Jean-Loup, je crois. Vas-y, Pierre-André. Je vais m'écarter un tout petit peu du sujet parce que je ne suis pas du livre. Je suis donc compositeur de musique, mais tout ce que vous faites, tout ce que vous dites me fait penser à une forme d'assignation aussi dans mon domaine. C'est-à-dire que moi, je compose de la musique, on va dire contemporaine parce que je suis contemporain, mais dans un style qui n'est pas du tout apparenté à la musique contemporaine, ou beaucoup trop tonal, beaucoup trop mélodique. Et du coup, en fait, il y a des tas de façons d'être identifié. Il y a effectivement la couleur de peau, le sexe, etc. Mais aussi, dans la musique, par exemple, les parcours d'études qu'on a fait, ou les familles de musique qu'on fait. Par exemple, moi, par exemple, j'ai fait de la chanson, donc je ne peux pas, en fait, exister comme compositeur de musique contemporaine parce que j'ai écrit des chansons. Ça ne cadre pas. Quand je dis ça, c'est parce que je me suis heurté vraiment à des propos de ce genre-là. C'est-à-dire que, ah oui, mais on peut pas, on ne sait pas d'où tu viens. On m'a refusé à l'entrée au sein de la documentation de la musique contemporaine au motif que j'étais beaucoup trop disparate dans mes approches artistiques. Et là, ça ressemble un petit peu à ce que vous dites, c'est-à-dire tu dois composer d'une certaine manière si tu veux pouvoir, par exemple, accéder à des commandes, accéder à des subventions, accéder à des aides. Et j'ai même entendu la phrase « tu ne devrais pas composer ça ». En fait, j'ai entendu ça une fois sur une de mes œuvres. C'était dit très gentiment, mais dans ma vie, c'est un poids énorme. En fait, je ne peux même pas développer, moi, tout un travail dans la mesure où je suis privé de commandes de fait, à part de temps en temps, quand même, j'ai quand même quelques amis qui me commandent des œuvres, mais ça reste forcément limité parce que je ne fais pas partie de cette famille.
du fait de mon parcours. Voilà, donc je vous fais une petite récréation musicale. Pas pour me plaindre d'ailleurs, parce que j'ai tas d'autres moyens d'être très heureux dans mon travail, mais c'est vrai que ce côté-là est particulièrement pesant. Ben, je pense en effet que c'est vraiment une question qui est transverse, hein. Ce sont des questions de catégorie identitaire, et là tu parles d'identité musicale. Mais en tout cas, les gens qui se sont exprimés jusqu'à maintenant ont plutôt l'air de regretter. Évidemment, le sujet, c'est l'assignation. Donc, quand on est assigné, on regrette d'être assigné parce qu'on se sent entravé. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des auteurs, même si ça peut nous paraître paradoxal, qui le revendiquent. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes ou des auteurs qui souhaiteraient justement témoigner de cette revendication et du fait que, si précisément, moi je suis une femme, je ne me permettrai pas ceci, ou moi je suis un homme, je ne me permettrai pas cela. Est-ce que quelqu'un peut être porteur de ce discours-là? Vas-y, Jean. Ouais. Non, c'était pour revenir sur ce que disait Wilfried Sondé, là, et ça renvoie aussi à ce que disait Pia. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'un traducteur blanc ne peut pas traduire une poétesse africaine-américaine. Le cas s'est posé il y a quelques mois. Mais en revanche, un écrivain qui se définit comme afro-descendant, c'est comme ça que Wilfried Sondé s'est défini, peut écrire... peut créer un personnage de chaman sibérien. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'en fait, les assignations identitaires, elles sont à géométrie variable, c'est-à-dire peut-être qu'un Africain ou un Afro-descendant peut parler d'un chaman sibérien, alors qu'un Blanc ne pourrait pas le faire, ne pourrait pas parler d'un Congolais, par exemple, ou bien d'un chaman sibérien. Donc, là, je ne sais pas si est-ce qu'on a reproché, malheureusement il n'est pas en ligne avec nous, mais est-ce qu'on a pu reprocher à Wilfried Sondé d'avoir parlé d'un chaman sibérien? Ça serait intéressant de lui poser la question. Vas-y, Pia. Oui, je voulais dire que au début, quand il était chez Actes Sud, il était, comme il dit, lui, dans le continent africain en tant qu'écrivain. Alors qu'il vivait en banlieue parisienne, il a été éduqué en banlieue parisienne et son roman était écrit et se passait en banlieue parisienne. Et il n'avait jamais mis à l'époque réellement les pieds en aucun pays en Afrique. La première fois qu'il a réellement été dans un pays, c'était quand il est parti en Haïti, et à partir de là, il a commencé à voyager sur le continent africain. Mais il était considéré, il a été classé dans le continent africain, son bouquin, uniquement parce qu'il a la peau brun. Et avant de... Il n'a absolument pas sa place. Je te passe la parole, Alison, mais juste avant, peut-être, c'est intéressant la question que tu poses, Jean-Loup. On aura sûrement l'occasion d'en reparler avec lui, parce que là, comme vous voyez, on survole un petit peu toutes les notions, on ne va pas au fond, mais on va réorganiser d'autres rencontres pour aller au fond de catégories particulières, comme celle de la francophonie ou des catégories de genre ou sexuelles. Mais je peux t'apporter un témoignage. Tu vois, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les orphelins ». Et ce livre met en couverture 3 enfants blancs qui ont vécu, qui ont été adoptés en Afrique du Sud. Et ce sont 3 enfants blancs. Et on a pu faire la remarque de se demander pourquoi est-ce que j'avais mis des enfants blancs en couverture. Bon. Je ne sais pas ce qu'il en est de Wilfried, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément aussi simple. Je pense que les injonctions, elles sont quand même partagées, quoi. Alison, je te passe la parole. Oui, merci. Ce qui est très compliqué avec ces assignations, c'est qu'il y a une supposition tout de suite d'une identité assez simple
alors que la plupart des êtres n'ont pas une identité aussi simple, bien sûr, quant à l'ethnie, quant à la nationalité, quant à toutes ces catégories. Donc, c'est très, très simpliste et réducteur d'emblée. Je sais que mes étudiants ici aux États-Unis ont des identités absolument multiples à tous ces égards, et donc ça devient un peu impossible de penser en ces termes-là. On n'est ni blanc ni noir, on n'est ni ça ni ça, on a une combinaison d'ethnicité, de nationalités qui sont tellement riches qu'on a beaucoup de mal à se mettre dans une catégorie et à dire j'ai pas le droit donc de parler d'autre chose, et ça devient tellement compliqué de nos jours, je pense, que je comprends le moment dans lequel on est et sa complexité. Quant aux intentions qui sont bonnes de donner voix, de donner une visibilité aussi à ceux qui sont moins représentés depuis longtemps, mais de nier la possibilité de penser en dehors de soi ou de se représenter autrement, ça devient tellement faux. C'est pas possible. C'est vraiment quelque chose. Je voulais répondre ou réagir un petit peu, Bessora, à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on a de multiples donc catégories, par exemple, et moi, dans mon livre, je parlais des femmes, et j'ai mis le mot francophone, comme tu viens de le dire, dans le titre. C'est pas dans le titre principal, si on veut, parce qu'on a mis comme ça. Donc, c'est la ville de Paris qui, si on veut, dans ce titre, mais dans le sous-titre, on a francophone. Et je mentionne ceci parce que le titre principal, le titre qui met en avant le fait qu'il s'agit des femmes, je parlais avec quelqu'un qui travaille chez Radio France Internationale. Elle m'a dit que ça serait très bien de faire traduire ce livre en français, mais elle a dit que je devrais laisser tomber le mot francophone, que francophone, ça n'allait pas marcher avec un lectorat français ou francophone même, que le mot francophone, ça n'allait pas. Mais elle n'a rien dit quant au mot femme, par exemple, quant à cette désignation. Donc, j'ai trouvé, en pensant à la question que tu viens de poser, que tu viens d'évoquer, Bessora, cette distinction très intéressante. Si on est mise en littérature femme maintenant, est-ce qu'en France, c'est positif ou négatif? Ou si on est dans une catégorie francophone, est-ce que c'est vu comme plus négatif? Je me demande quant à la hiérarchie peut-être de ces différentes assignations. Ouais, ils sont hiérarchisés. Oui, et puis la question, c'est que c'est pas sûr que tu vendes mieux, toi, auteur, si tu es dans le rayon francophone ou dans le rayon femmes. Ça dépend peut-être où tes lecteurs vont chercher et ce qu'ils cherchent. Je ne sais pas si Karine, tu es toujours avec nous? Non, Karine est... Si, je suis là. Alors, Karine, elle est autrice aussi, et puis elle est aussi comédienne. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça et puis de la réception de ton œuvre, parce que tu as toutes sortes de sujets aussi, mais est-ce que tu te sens parfois assigné, ou est-ce que tu penses au contraire que ça peut être intéressant de revendiquer une identité? Alors, c'est effectivement un très vaste sujet, et le fait d'être comédienne, on a exactement le même problème maintenant, on le voit. Hein, en gros, on ne peut plus accepter qu'un acteur hétérosexuel joue un homosexuel, un cisgenre joue un trans. Enfin, c'est un petit peu délirant aussi, en fait. Et il y a des personnes qui, comme pour la traduction, font remarquer que l'art de l'acteur, de l'actrice, du comédien, c'est justement d'être quelqu'un d'autre que ce qu'il est apparemment. Donc, on a exactement la même problématique. C'est paradoxal. Oui, mais je pense que c'est parce que
il y a beaucoup de similitudes en fait entre les deux métiers. Effectivement, quand on écrit, on est tout le monde autre que soi. On n'est pas que soi, heureusement. Alors après, moi, c'est vrai que je joue beaucoup sur ce sur ce que je suis ou ce que je parais. Mais ça m'a plutôt porté préjudice puisque effectivement, on m'a beaucoup mis dans des cases. Donc, quand Bessora justement m'avait invitée à venir au Cameroun, ça allait pas parce que j'étais blanche et que je pouvais pas aller parler dans un pays. Voilà, tu l'avais très bien écrit hein, dans l'article que tu avais mis sur cet événement. Mais effectivement, je suis jamais à la bonne place. En fait, je suis soit trop blanche, soit trop effectivement femme pour des sujets qui sont pas de femmes, soit trop lesbienne, soit trop hétéro. Et puis alors la question juive, n'en parlons même pas. Alors ça, tu cumules, hein, pardon, Karine. Oui, c'est ça. Donc je me suis entendue des trucs du genre ah mais non, mais encore des juifs. Mais quels juifs pourquoi Voilà. Donc oui, on est sans arrêt, prisonnière, prisonnier de tout ça. Je pense que c'est en fait que la littérature et le monde artistique ne fait que loupe sur la société, malheureusement. Parce que dans la société en général, c'est déjà comme ça. On nous demande sans arrêt d'être dans des cases et des définitions, et si on n'y est pas, ça ne convient plus. Donc voilà, malheureusement, je crois qu'on est dans une époque qui est très, pour le coup, clivante. Et on doit s'en dépatouiller, on doit s'en sortir avec ça, et essayer de garder une liberté de création. Bon. Et donc ne pas vendre, ne pas trouver son public, forcément. Voilà, je suis très optimiste. La liberté. Voilà. Alors, merci Karine. De rien. Shumona nous a rejoint. Bonjour Shumona. Alors Shumona est romancière. Elle a sorti il n'y a pas longtemps un roman qui s'appelle Le nom du bonheur. Ah, pardon, un récit, c'est ça? D'accord. Un récit qui s'appelle Le nom du bonheur était français, c'est ça? Excuse-moi, Bessora, la présidente, je te corrige un peu. Pardon. Oui. Ce récit s'appelle L'autre nom du bonheur était français. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, ces assignations identitaires? Est-ce que c'est un sujet que tu as abordé dans ton livre? Et est-ce que tu peux nous apporter un témoignage sur justement ces assignations et la manière dont ça pourrait entraver ta liberté de création? Est-ce que tu te sens entravée? Alors, je vous ai transmis un court texte à ta demande. Et je ne sais pas si ça a été diffusé à tout le monde, si tout le monde a eu accès à ce court texte. On diffusera les textes dans un autre cadre, oui, bien sûr. Peut-être que ça serait... Je pensais que ça a été diffusé avant cette binaire, comme ça, tous ceux et toutes celles qui participent, peut-être qu'ils auraient déjà une impression de quoi s'agit-il et ce que je pense. Alors, pour partager avec vous ce soir, je ne sais pas quel est le temps compté pour moi, je viens d'arriver. Vas-y, sens-toi libre, hein, vas-y. 9h03. Je sais qu'aujourd'hui, les témoignages principaux et plutôt des deux témoignages principaux, ça viendra de la part de Pia Peterson et Wilfried Nsonde. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Mais alors, rapidement parlant, déjà, je peux commencer un petit peu peut-être par la fin. Ce texte qui est un récit qui est publié chez Gallimard Blanche, comme le précédent roman Le Testament russe chez Gallimard Blanche en 2020. C'est mon 6e livre, 6e prose, 9e si je compte les anthologies de poésie française et bengali dont je suis traductrice. C'est un peu gênant, mais parce que moi j'ai toujours l'impression de prêcher aux convaincus. Là aujourd'hui on est entre nous, même si chacun et chacune aurait des témoignages précis différents, chaque fois un peu différents, il y a des points convergents, points divergents aussi, mais j'ai l'impression vraiment qu'on prêche aux convaincus, que parce qu'il y a des personnes en France
et peut-être même en Europe, comme pour mes livres, je suis parfois amenée à voyager dans d'autres pays en Europe ou aux États-Unis. J'ai toujours l'impression, là, je suis de plus en plus convaincue que je ne prêche qu'aucun convaincu. Il y a des personnes, gens de lettres, hein, par là, j'entends que ceux et celles qui sont écrivains ou qui sont dans le métier éditorial, métier de livres, et puis d'autres qui sont aussi des gens de lettres parce qu'ils sont passionnés de la littérature, parce que ce sont nos lecteurs et nos lectrices. Donc, ensemble, les gens de lettres, je pense qu'il y a des personnes qui ont compris d'emblée quel est le travail des écrivains venus d'ailleurs, c'est-à-dire, autrement dit, de la francophonie, auteurs de la francophonie. Ils ont compris que le processus d'écriture revient au même, qu'il y a une part rationnelle, il y a une part qu'on ne contrôle pas, on ne sait pas d'où viennent les mots, et on est là 2 minutes plus tôt, 2 secondes plus tôt, on ne savait pas d'où viennent les mots, c'est un jaillissement, les mots jaillissent dans le corps, c'est charnel. Et puis d'autres personnes, je pense qu'ils ne comprennent pas, hein, ils ne veulent pas peut-être comprendre. Ça fait des années, mes livres Assommons les pauvres en 2011, c'était, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, j'ai l'impression que peut-être certains ne me connaissent pas. Donc, Assommons les pauvres, c'est mon 2e roman, publié aux éditions L'Olivier en 2011, qui a été dans la shortlist de prix Renaud 2, sélection de Médicis, qui a connu même, je pourrais... bon, voilà, je pratique une forme de modestie, je travaille là-dessus. Mais bref, depuis ce livre-là, par la suite, tous les romans qui ont été publiés et que ça continue à attirer l'attention ici ou là, les étudiants qui font les thèses sur mes livres ici ou là, mais malgré cela, 10 ans, 11 ans, 12 ans plus tard, il m'arrive aujourd'hui encore de me trouver face à un interlocuteur, un modérateur, un journaliste qui me pose ces questions qui sont pour moi purement ethnocentrées. Je ne dirais pas xénophobe ou misogyne, mais je dirais une xéno-interrogation, xéno-incompréhension. Voilà, ça commence par Shumon Asina, vous êtes né à Calcutta, alors expliquez-nous pourquoi vous êtes en France. Alors, je ne suis pas au commissariat, je ne suis pas face à un douanier, c'est un rendez-vous littéraire, et donc ces questions m'en sont posées régulièrement, ou encore, si on veut habiller cette question totalement ethnocentrée de façon un peu plus littéraire, alors expliquez-nous pourquoi et comment vous écrivez en français. Alors, je sais que vous avez traduit, je sais que vous êtes traductrice, mais est-ce qu'il n'y a pas une langue intérieure ou antérieure, vous avez plusieurs langues antérieures, est-ce que vous ne vous traduisez pas vous-même? Donc, je viens dans ma culture linguistique natale, je ne dis pas langue maternelle, c'est la langue natale. L'autre nom du bonheur que tu as cité, c'est pas un roman, c'est un récit qui a une très belle presse, voilà, les journalistes parlent de Kundera ou de Beckett ou d'autres en parlant de ce livre, eh bien, ça n'évite pas. Ça n'évite pas. Quand je dis belle presse, ce n'est pas parce que c'est ample ou c'est que ça soit flatteuse, c'est parce que j'ai eu l'impression que les critiques littéraires et le livre, je ne parle pas de moi, les critiques littéraires et mon livre, ils étaient en phase. Ils se sont compris, ils sont compris. Parce que l'important, c'est d'être compris. Et malgré cela, ça revient, les questions que... pourquoi et comment vous écrivez en français? Est-ce que vous traduisez? Est-ce qu'il n'y a pas une version antérieure dans ma langue natale, bengali, ou même peut-être langue des colons anglais, que j'écris mes livres dans ces langues-là, et puis ensuite je m'en traduis. Ça, ce sont des questions qui me reviennent aujourd'hui encore, et j'ai bien compris, je ne vais pas pouvoir éviter, parce que j'ai écrit dans mon court texte que je vous ai transmis, qu'il y a une forme de perversion et quelque chose de tordu, ça les amuse, c'est une sorte de provocation gratuite. Voilà, ça c'est la chose. Ensuite, pour parler de travail de création littéraire, aucun éditeur, aucune maison d'édition, jamais personne ne m'a imposé, comme le titre c'est assignation, je n'ai pas connu assignation. Pour moi, c'était une obsession identitaire.
Aucune injonction, personne n'a jamais demandé ou refusé un manuscrit sous prétexte identitaire ethnique. Aucun critique littéraire ne m'a refusé ou ajouté un commentaire sous prétexte, sous l'angle identité ethnique. Alors, le problème, c'est que les commentaires qui me reviennent, c'est que est-ce que, en tant que d'origine indienne, si j'écris mes livres en français, est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte de devoir implicite que je devrais avoir des références culturelles, sociétales, hexagonales? C'est ça ma question aujourd'hui. Parce que quand un écrivain français de naissance choisit un thème, une intrigue, des personnages, qu'il soit français de naissance, qu'il soit tibétain ou indien, un écrivain français de naissance a droit d'écrire sur ce qu'il veut, sur le pays qu'il veut. Or, nous les autres, ou moi l'autre, est-ce qu'on attend de moi que si j'écris sur l'Inde, ça serait considéré davantage comme faire de la culture et non pas de la littérature? Donc c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'avec 5-6 romans qui sont arrivés là, j'ai quand même une sorte de crainte qu'on me considère comme si je continue à écrire sur l'Inde, ça serait considéré comme fait de la culture. Or, un écrivain français de naissance n'a rien à justifier. Il peut écrire sur ce qu'il veut. Donc là, si vous voulez, c'est la deuxième partie. Non, mais ce n'est pas mes interrogations. Hein. Moi, je peux écrire sur ce que je veux, je peux écrire sur ma chaussette gauche si je veux. Ce n'est pas la question. Mais le problème, c'est que la réception, ce qu'on attend de nous autres venus d'ailleurs. Et puis là, avant-dernière, c'est que question côté l'Inde, ça ne vous concerne pas, ça ne nous concerne pas directement, mais je pense que chez les Indiens, à part les universités étudiants et profs qui s'intéressent à mon travail littéraire, il y a une sorte de curiosité un peu complexée parce que la francophonie chez les Indiens, c'est une chose encore un peu rare, même si il y a beaucoup d'étudiants et traducteurs et éditeurs qui s'intéressent, mais écrit directement en français, publié en France, ça reste encore quelque chose de rare. Donc, il y a une sorte de forme de curiosité. Alors voilà, comment vous arrivez? Donc, j'ai l'impression, là, ce sont des commentaires, je dirais, pour l'identité féminine. J'ai entendu la part en tant que femme, en tant que juive, en tant que telle. Donc là aussi, encore, je pense qu'il y a des questions qu'on pose. Ça, j'ai décrit longuement, amplement dans mon dernier récit, L'autre nom du bonheur était français. Ce sont ces questions précisément que j'ai développées. Donc, il y a des questions qu'on pose à des écrivains femmes, à des autrices. Jamais on n'oserait poser ces questions à un écrivain homme. Sa légitimité est d'emblée établie dès le premier instant. Ça, il n'y a aucun doute que j'ai remarqué ça, j'ai fait cette expérience-là, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà. La dernière chose, c'est aussi parmi nous, les écrivains de la francophonie. Pour moi, dans le livre, j'ai mentionné que la francophonie qui était une chose, une idée, un thème formidable lancé par Senghor, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu comme une zone. La francophonie est une zone et si on fait partie de la francophonie, on est considéré comme les oiseaux exotiques de la zone là. Comme s'il y a une littérature du centre, de la souche, et une littérature de la périphérie, une littérature de l'autre côté de la ligne ou de l'autre part de la ligne rouge. Donc, mais maintenant, parmi les auteurs, autrices de la francophonie, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir, faisons short parce que là, on est 19h13, je vais terminer. Je vais dire que personne ne prend la place de personne, hein, parce que chaque auteur, chacun, je ne vais pas généraliser, mais chaque auteur, chaque autrice forge son chemin, creuse son chemin. Nous avons un travail solitaire, pas isolé, mais toujours solitaire, ça rejoint, c'est convergent parfois, ça crée une symphonie, pas la peine d'avoir crainte de la cacophonie, mais parfois, oui, peut-être que c'est pour ça je tiens à préciser ou rassurer que personne ne prend place de personne. Hein. Nous avons chacun et chacune notre place unique. Donc, rapidement parlons, hein, parce que moi, j'ai un peu peur, parce que si, de un, on prend la parole au départ, et si on dit des choses trop vite, dans un laps de temps trop court, on finit par dire des choses qui ne sont pas très conséquentes. Hein. Donc, on préfère que
le court texte que je vous ai envoyé, que ça soit lu par tous ceux qui participent aujourd'hui. Et puis, je vous ai envoyé le chapitre qui concerne vraiment nos interrogations d'aujourd'hui, extrait dans mon dernier livre. Je vous ai envoyé ça depuis des mois. Oui. Donc, c'est que j'attends que ça soit partagé. Et comme ça, par écrit, où nous sommes des écrivains, hein, si nous étions des sosies de Jean-Luc Mélenchon, ça se serait. On ne peut pas séduire comme ça sur l'estrade, on ne peut pas convaincre là sur l'estrade. Donc voilà, notre travail est par écrit, et c'est par écrit, les choses sont mieux posées calmement, posées tranquillement. Oui. Alors, Shumona, le texte que tu as envoyé a été partagé dans le groupe de travail. Hein. On a un groupe de travail qui fait une demi-douzaine de personnes. Il sera publié dans le bulletin au mois d'avril. Et puis, en effet, les personnes qui se sont inscrites à ce séminaire recevront la suite des événements. Elles seront invitées aux événements futurs et puis elles auront accès à nos productions. Caroline ? Oui, alors moi, je suis assez intéressée parce que là, on a eu quand même pas mal de témoignages d'horizons différents, même d'auteurs de genres différents. Enfin, je trouve ça super intéressant. Mais j'ai l'impression que, effectivement, les injonctions, elles viennent toujours d'endroits différents. Pour certains, c'est plus l'éditeur qui va opérer une espèce de censure. Pour d'autres, c'est plus la presse qui va émettre des incompréhensions. Enfin, je trouve ça assez intéressant parce que l'air de rien, on a l'impression que tout ça agit quand même depuis un petit moment, mais disons, en se centrant sur différents acteurs. Et je me demandais justement si Jean-Loup ou Alison, vous aviez un début d'explication du pourquoi, du comment de ces évolutions. Parce que c'est comme Simone qui nous disait tout à l'heure, mais moi, à une certaine époque, jamais on m'aurait posé ces questions, jamais on m'aurait demandé ça. Est-ce qu'il y a des faits sociétaux qui expliqueraient justement pourquoi aujourd'hui, comme ça, on a une espèce d'obsession de l'identité, d'obsession de qui parle d'où en tant que quoi? Est-ce qu'on a un recul critique suffisant par rapport à ça pour essayer de comprendre un petit peu le phénomène? Est-ce que je peux dire un mot juste rapidement? Vous vous appelez comment, excusez-moi? Moi, c'est Caroline. Caroline, bonjour, enchantée. Bonjour. Merci, tout à fait vrai. Je pense qu'il y a une obsession identitaire dans chaque pays. Dans la scène politique, on le voit, montée de l'extrême droite, mais encore, on ne peut pas tirer des conclusions, on ne peut pas établir des liens civiques rapidement, vous voyez, mais si vous posez la question, quand on pose une question, c'est que déjà on a une réponse quelque part, mais je pense, Caroline, c'est votre cas et c'est mon cas, c'est tout à fait mon sentiment, c'est que vraiment il y a une ambiance dans chaque pays, en France, en Inde, ailleurs, il y a une obsession identitaire qui nourrit et qui est nourrie par les faits politiques et la scène littéraire, malheureusement, est contaminée un peu par là, parce que chaque individu ou ensemble, voilà, il y a des interférences, personne n'est imperméable, les esprits ne sont pas imperméables, donc oui, il y a forcément des interférences comme ça. Oui, vas-y Jean-Loup. Oui. Je crois, pour continuer sur le même thème que celui qui a été abordé par Shumona, je crois qu'il y a d'une part une montée de l'identité à l'extrême droite, de celle des Français de souche, hein, pour reprendre ce que dit le Rassemblement national, mais il y a aussi une montée de l'identité, disons, chez les... Bon, j'aime pas tellement le terme, chez les racisés ou les discriminés. Il y a quand même eu une date importante, je pense, quoi qu'on en pense, quoi qu'on l'approuve ou pas, c'est le mouvement des indigènes de la République qui a mis au premier plan l'identité des Arabes, des Noirs, etc. Donc, il y a aux deux pôles, disons, du spectre politique, il y a une montée des identités racistes d'extrême droite et des identités tout court des discriminés ou des racistes de plus ample développement. Mais je pense que ça a une traduction dans le milieu éditorial et dans le milieu journalistique, dans la mesure où je pense qu'il y a eu, depuis plusieurs années, une ethnicisation du monde de l'édition avec la collection des Noirs de chez Gallimard, par exemple, une ethnicisation du milieu médiatique et journalistique avec
le Monde Afrique, notamment, dans lequel c'est une des cases dans laquelle sont rangés les écrivains francophones africains, ou bien Le Point, on en a parlé la fois dernière. Donc je pense qu'il y a aussi une espèce de... Avant, bon, l'ensemble des écrivains qui publiaient des livres étaient chroniqués, disons, dans le monde des livres. Maintenant, on fait la part des choses, si j'ose dire, et on met les Africains dans une case, le Monde Afrique ou le Point Afrique, et puis les autres, ben, ils sont chroniqués dans le monde des livres. Donc et ça, c'est au nom, si vous voulez, de l'empowerment, pour parler français, ou de l'autonomisation ou du renforcement des identités discriminées. Alors, ça a un côté évidemment positif, parce que c'est une reconnaissance, d'une certaine façon, de la littérature des discriminés, pour aller vite, mais en même temps, ce sont des cases dans lesquelles on assigne justement ces auteurs, ces écrivains, à l'intérieur de continents littéraires. Donc, il y a l'apparition de continents littéraires, et ça, je pense que c'est quand même un problème majeur de notre époque, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, on n'est pas jugé en fonction de ce qu'on dit, mais de ce qu'on est. C'est-à-dire, bon, toi, tu dis ça parce que tu es un blanc mâle cisgenre, par exemple, ou toi, tu dis ça parce que tu es une femme féministe des années 70 qui ne reconnaît pas le féminisme actuel, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc, on est assigné d'emblée à un discours qui est censé correspondre à son être et non pas à ce qu'on pense. Donc, c'est difficile de sortir de... Je crois que Shomona l'a bien dit, c'est difficile de sortir de sa condition. Ce qu'elle disait est très intéressant parce qu'effectivement, elle craint qu'en continuant à écrire en français sur l'Inde, elle soit assimilée à la culture et non plus qu'elle fasse plus partie et qu'elle ne fasse plus partie de la littérature. Et ça, c'est vraiment intéressant. Qui a le droit de dire quoi sur telle ou telle chose? C'est ça la grande question, quoi. Voilà. Pierre? C'est très confus ce que j'ai dit, excusez-moi. Alors, j'étais en train de me dire en écoutant que, en fait, c'est pas nécessairement, l'assignation identitaire n'est pas nécessairement en rapport avec une forme de discrimination. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, je pense que c'était un peu une conséquence qui était arrivée par le biais de la télé-réalité, l'impact de la télé-réalité sur la société. On a commencé à avoir une espèce de... on avait un espèce de besoin de réalité réelle, c'est-à-dire que la personne qui était là racontait son histoire et ça s'arrête là. Et petit à petit, ce désir de réalité dans les arts notamment, et beaucoup dans les arts, puisqu'on ne demande pas cette réalité-là dans le cinéma, par exemple, où on a des vampires, on a des extraterrestres, on a des super-héros, etc. On s'en fiche de la réalité du cinéma. Par contre, la littérature a été réduite à une réalité. Et c'est à partir du moment qu'on a accepté que la fiction ne traite plus de fiction du tout, qu'il y a une assignation identitaire. Mais je ne pense pas que ce soit discriminatoire au sens propre. Non, mais les identités ne sont pas forcément discriminées. Après, oui. Elles sont pas, mais elles peuvent être discriminantes. Elle peut être très relevante parce qu'elle va limiter, mais je trouve que c'est un mot valise très compliqué, je trouve, à utiliser dans ce contexte-là. Parce que là-dessus, en plus, ce problème qu'on a avec la réalité, c'est comme je dis tout à l'heure que mon éditeur avait fait la remarque, ça ne peut absolument pas arriver. Donc, on ne peut pas le mettre. Donc, il m'a renvoyé à une réalité que moi, je trouve que la réalité est façonnée et inventée par les hommes et donc aussi par les écrivains qui écrivent le récit social. Mais après, évidemment, il y a tous les mouvements woke qui se mettent dessus et qui fait qu'on se sent tous, on se demande qu'est-ce qu'on peut utiliser ou non comme mot. Mais je pense que ça, c'est une conséquence à une toute puissance de l'idée de réalité dans la fiction, alors que par ailleurs, on se fiche de la réalité, que ce soit par le biais d'Internet ou par le biais de cinéma. Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, Pia, parce que la réalité dont tu parles, ça n'est jamais qu'une représentation aussi. Oui. Je crois qu'il y a Jacques qui voulait dire quelque chose.
Et moi Mais aussi, j'ai envie de dire moi que aussi. on prend ce phénomène de l'assignation dans un seul sens, à savoir l'auteur est francophone ou l'auteur est blanc ou l'auteur est noir. Mais il y a une autre assignation tout à fait inverse. Si un auteur met un personnage raciste dans son œuvre, on le qualifie d'être lui raciste. S'il met un personnage ou des personnages gays ou autres dans son œuvre, on le qualifie lui d'être homosexuel. Ce qui n'est en aucune façon une obligation. On peut parler de n'importe qui et de n'importe quel sujet, même si on n'est pas membre de du groupe qui défend ces choses-là. Et là, c'est beaucoup plus que les éditeurs, c'est les critiques qui sont en cause. Ce sont ces critiques de 4 ou 5 journaux français, 4 ou 5, et pas beaucoup plus, qui décident que tel auteur va être raciste, gay ou pas gay, ou quoi que ce soit, et exclusivement à partir des catégories ou des caractéristiques des personnages qu'il a mis dans son œuvre, ce qui est une assignation complètement absurde. Je ne veux pas être méchant, mais Céline, dont on vient de redécouvrir ses derniers écrits, qui ont été gardés par une famille de résistants français, a toujours été classé raciste, nazi, extrémiste d'extrême droite, etc., etc. Et c'est absurde. C'est pas parce qu'il avait ses positions politiques qu'effectivement son œuvre doit être interdite. Et l'inverse est le même. C'est pas parce que son œuvre serait quelque chose que l'auteur doit être interdit. Or, c'est ce qui arrive de façon quotidienne. Merci Jacques. Alors Karine et ensuite Shumona. Bessora. Oui. Karine, je ne le vois pas encore, mais... En fait, on ne me voit malheureusement pas parce que je suis sur un téléphone. D'accord. Alors, c'est un peu à double tranchant cette histoire de le réel qui serait la seule possibilité désormais. Moi, j'ai un peu eu le problème inverse. La seule fois où j'ai vraiment assumé à 100% l'autobiographie, on ne m'a pas mis au rayon littérature. On m'a mis au rayon histoire. Et justement, j'ai eu plutôt ce reproche de « Ah ben, j'ai même pas envie de te lire parce que si tu n'inventes rien, tu n'es pas écrivain, tu ne fais pas de la littérature. » Voilà, moi j'ai eu l'inverse. Mais bon, c'était il y a presque 20 ans maintenant. Hein, donc peut-être que ça, aujourd'hui, si je ressortais ce livre, on le mettrait au rayon littéraire et pas au rayon historique. Mais voilà. Et probablement. Voilà. Et je voudrais dire quelque chose, je vais un petit peu revenir sur ce que disait Pia Peterson. Je pense, je ne suis pas d'accord avec elle, je ne pense pas que la littérature, il y a tellement des auteurs fabuleux, hein, sans parler de la francophonie, ensemble, écrivent les livres, des romans, précisons, des romans écrits en français, publiés en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, fabuleux. Des romans par des écrivains fabuleux et fabuleuses et qui, qu'on ne distingue pas, qui s'inspirent dans ses vécus, quelque chose de très proche de sa réalité ou qu'il a complètement inventé. Il y a des écrivains, je vais même pas citer Annie Ernaux, mais bon, il y en a tellement qui sont inspirés, qui se sont inspirés dans leur vécu, et ce n'est pas pour autant, ce sont des autofictions. J'ai parlé d'Annie Ernaux et puis je vais revenir à moi, ça fait un énorme saut, vous voyez ce que je suis en train de faire. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a des personnes qui commentent le travail d'autres écrivains qui n'ont même pas lu ou qui ont même un aperçu, une impression, je dirais, erronée. Parce que dans les livres, quand il y a un jeu qui est comme un miroir, vous faites miroiter le monde, il y a des dizaines et des dizaines d'autres personnes et des personnages qui gravitent autour et qui créent une intrigue ou un monde même romanesque, des fictions, ce ne sont pas des autofictions. Donc, il n'y a pas, pour moi, hein, ce n'est qu'à mon avis, on est là
pour être un peu d'accord et puis parfois non pas d'accord complètement, c'est que je ne pense pas que les écrivains, qui soient ce Philippe Claudel, qui soient Limonov, qui soient autres, il y en a tellement, les Geoffrey, genre, je peux citer tellement, Nina Bourharoui, je ne pense pas que ces auteurs et des autrices sont influencés par les téléréalités. Ça, c'est réduire notre travail à une imbécilité qui n'existe pas pour moi. Donc, je ne pense pas que les lecteurs aussi qui s'intéressent à ces livres-là, à ces auteurs-là, sans parler de moi, qui sont à ce point influencés par la télé-réalité, je ne pense pas. Donc, la question de fiction, de réalité, par contre, là, je suis d'accord avec Pia, que cette question, elle est extrêmement intéressante. Ce qu'on est en train d'inventer complètement de A à Z dans son roman-là, ou qu'il y a des morceaux, des bribes qui sont inspirés dans ces vécus-là et qu'on est en train de transformer, on est en train de proposer autre chose. Ça, c'est intéressant, ce qu'on est en train de créer. Par contre, l'influence de la télé-réalité et qu'à partir du moment où on parle de soi, non. Pour moi, ce n'est pas vrai. Merci Shmona. L'heure avance un petit peu, du coup, j'accélère un peu les choses. Moi, ce que j'avais compris de ce que Pia avait dit, c'est que le démarrage de la télé-réalité en France, je crois que c'était au début des années 2000, ça témoigne justement de cette propension à vouloir consommer du réel. Voilà, c'est ça. C'est juste une conséquence de ça, c'est pas une influence directe. C'est ça. Oui, moi aussi, je ne pense pas que Pia ait dit qu'en conséquence directe, mais si on fait une réunion sur la création littéraire, je ne pense pas que la télé-réalité reste comme un élément décideur ou aussi important que ça. Voilà. D'accord. Alors, donc, nous, on est une organisation professionnelle. Nos sujets, c'est plutôt des sujets fiscaux, des sujets sociaux. En ce moment, on a des négociations dans le secteur du livre pour la rémunération, donc on est un peu sur du dur. Donc, bon, une organisation professionnelle, en principe, ça défend la liberté d'expression. Donc, on est aussi dans une problématique qui nous concerne. Mais très concrètement, Emmanuel de Rangervé, qui est notre délégué général, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a là des questions de droit moral ou des droits de rectification? Alors, moi, je suis chargé du très concret. Quand vous avez, vous, parlé de tout ce qui était la réalité, la fiction et les problèmes autour de cette réalité de votre vie pour faire de la fiction, j'ai entendu beaucoup de problèmes évoqués. J'ai entendu aussi des témoignages de gens qui disaient mais il n'y a pas de problème, ou il n'y en a pas tant que ça, ou ce n'est pas forcément ceux qu'on a identifiés. Moi, je suis juriste, je suis spécialisé en droit d'auteur. C'est vrai que là, les questions qui se posent ne sont pas que des questions de droit d'auteur. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes règles juridiques qui peuvent éventuellement être mises en jeu pour défendre telle ou telle chose. Il peut y avoir des cas dans lesquels, de façon la plus extrême, il y aurait une forme de délit pénal avec une discrimination avérée sur la base des critères pour établir ce délit. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces critères, mais il y a dans le droit un corpus particulier qui est le corpus pénal, avec des sanctions qui sont au titre de crimes, de délits ou de contraventions. Les sanctions, ce sont des peines de prison ou des amendes. La discrimination, elle est faite sur des critères objectifs. Donc ça peut être des critères de sexe, de nationalité, de philosophie, de religion, enfin bon. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en avant. Dans les exemples que j'ai entendus là, il n'y a pas eu tellement de cas avérés qui auraient pu justifier d'une action juridique sur une base contentieuse pénale. Bon. Mais c'est une chose qui peut exister et auquel on peut avoir recours si jamais ce délit était constitué dans certains cas. Il peut y avoir des problèmes juridiques, ça certains d'entre vous en ont parlé, qui concernent des données factuelles, des données personnelles, sur le nom, l'origine, la nationalité. La question du pseudonyme n'a pas été abordée, mais c'est vrai que c'est un sujet qui parfois
peut être posée de publier un livre sous pseudonyme et pour une raison X ou Y, le nom, l'état civil de l'auteur est révélé et est rendu public. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui appartiennent, qui sont des données personnelles, et que vous avez la possibilité juridiquement de faire rectifier si certaines institutions, certains organismes ne respectent pas la réalité de ces données personnelles qui sont votre propriété et sur lesquelles la loi vous donne la main. C'est-à-dire qu'elle vous donne la possibilité de faire rectifier des choses qui sont inexactes, incomplètes, source de confusion. Par exemple, la question qui a été abordée par Wilfried de la double nationalité, c'est vrai que ça ne rentre pas forcément dans les cases, la double nationalité. Or, c'est parfois un problème si on vous classe dans une nationalité, parce que ça vous met aux yeux du public éventuellement, aux yeux de votre public potentiel éventuellement, dans une position qui ne serait pas celle que vous voudriez avoir. Donc ça, vous avez la possibilité éventuellement, avec certaines procédures, de faire rectifier des éléments qui pourraient être un dommage pour le développement ou l'exercice de votre métier professionnel. Ça peut aussi être des cas tout bêtes, hein, voilà, mon adresse personnelle est rendue publique. Or, mon adresse personnelle, c'est aussi mon domicile, parce que quand on est écrivain, on écrit chez soi, on n'a pas forcément un lieu professionnel, et donc ça veut dire que votre vie privée est exposée de façon excessive, et que votre vie privée étant aussi celle de votre famille, la vie privée de votre famille est par le fait aussi exposée. Donc si on met entre les mains du public éventuellement des données personnelles qu'on n'a pas lieu de connaître, vous pouvez éventuellement les faire supprimer. Voilà. Ça, c'est sur des aspects qui n'ont rien à voir avec le droit d'auteur. Après, il y a des questions qui peuvent se poser sur le droit moral. C'est-à-dire qu'on peut vous prêter des propos ou prêter à votre œuvre des propos qui ne seraient pas la réalité de votre œuvre et qui constitueraient une forme de dénaturation de votre œuvre. Et donc, ça constituerait une atteinte à votre droit moral, sur la base duquel vous pourriez agir pour faire rectifier certaines choses. Ces atteintes, elles peuvent être faites par votre éditeur, peut-être, mais je parlerai de ça après. Ça sera assez simple de voir avec lui à régler le problème, parce qu'il aura du mal à porter atteinte au droit moral de l'auteur avec lequel il a contracté, et compte tenu des obligations qui sont celles des éditeurs, mais ça peut aussi être des tiers. Ça peut être un journaliste, ça peut être un site, ça peut être un forum, ça peut être un certain nombre de choses où vous avez un intérêt à ne pas laisser diffuser éventuellement certaines choses qui pourraient vous nuire publiquement ou professionnellement. Sur la question de la relation entre l'auteur et l'éditeur, c'est vrai que dans le contrat d'édition actuel, sauf à ce que l'auteur soit très attaché à négocier quelque chose de particulier ou à ce que son agent, quand il en a un, négocie quelque chose sur ça, c'est vrai que l'auteur n'a pas tellement la main sur le contrôle de ce que peut être le positionnement de l'œuvre au regard du public. C'est-à-dire que l'éditeur a tendance à considérer que celui qui sait vendre le livre, c'est lui. Et que donc, pour positionner le livre dans un schéma marketing ou dans un schéma de promotion, il est seul décisionnaire. C'est comme ça que dans le contrat, quelquefois, il y a une clause type qui dit que c'est lui qui choisit la couverture, c'est lui qui choisit la 4e de couverture. Même si dans la pratique, la plupart des éditeurs demandent aux auteurs leur avis, voire éventuellement demandent à l'auteur de rédiger la 4e de couve. Mais il est aussi dit dans ce contrat que l'éditeur est maître de la promotion, est maître d'un certain nombre d'éléments promotionnels permettant la vente du livre. Donc tout ça peut faire l'objet éventuellement d'une négociation entre l'auteur et l'éditeur et de clauses spécifiques qui pourraient être introduites dans le contrat pour garantir à l'auteur de pouvoir garder la main, garder un droit de regard
voire un droit de veto sur certaines initiatives de la part de l'éditeur qui pourraient mal positionner le livre ou l'auteur au regard de son public. Voilà un petit peu résumé les points juridiques, droit d'auteur, de rectification, il y a aussi le droit de référencement ou de déréférencement. Si un auteur considère que les moteurs de recherche le positionnent mal ou à tort dans certaines cases ou certaines catégorisations, bon, on peut aussi, là aussi, on peut agir. Voilà. C'est un peu compliqué, c'est certainement très fastidieux pour les auteurs qui sont confrontés à ce genre de choses-là, mais en matière juridique, il n'y a pas de miracle. Merci, merci Emmanuel. Bon, alors on a beaucoup parlé de ce qui se passait en France et dans les pays où on parle français, mais bon, à la limite, qu'on parle français ou une autre langue, on s'en fout un peu, hein. Du coup, Alison, comment est-ce que ça se passe aux États-Unis? Est-ce que quand tu rentres dans une librairie, tu as les noirs, les jaunes, les blancs, les petits, les nains, les... Non, donc pour nous qui venons en France, ayant comme point de repère nos librairies ici aux États-Unis, où on a fiction, par exemple, et on marche à travers les rayons et on peut voir les textes qui émanent de toutes sortes de lieux, de tous les pays du monde. On est un peu étonné quand on arrive en France et on voit ces catégories géographiques souvent un peu généraliste, ça peut être pays asiatique, ça peut être Moyen-Orient, autre chose, mais j'ai toujours trouvé ça un peu curieux. Et puis quand je marchais un petit peu plus loin et je voyais francophonie, et parfois, ces différentes catégories ne faisaient pas sens du tout. On pouvait voir un auteur francophone en pays de l'Est et on pouvait voir en francophonie des auteurs étonnants aussi. Donc, très intéressant. Je me souviens, donc moi, je suis venue vers ce qu'on appelle la francophonie. Ma première année du doctorat à UCLA, donc en Californie du Sud, je voyais que quelqu'un mentionnait Alain Mabanckou dans le chat et puis Pia Peterson a mentionné son nom aussi. Donc, il est prof dans mon ancienne fac. Il est arrivé après mon départ, mais ses collègues actuels étaient mes profs, etc. Je suis venue vers la francophonie, en fait, parce qu'il y avait une problématique qui m'intéressait et c'était la problématique de ceux qui écrivaient en français, comme quelques-uns qui ont été aussi nommés ici, qui avaient d'autres langues comme langue maternelle, qui sont venus vers la langue française et qui sont devenus des auteurs français. Et dans ces cas-là, oui, c'était des hommes, quand j'y pense. Oui, c'était des hommes européens. Je pense à Samuel Beckett, je pense à Ionesco, je pense à Kundera, je pense à McKean. Mais j'avais trouvé très intéressant cette histoire d'André McKean, qui était un peu relatée, si je ne me trompe, dans son livre qui a eu beaucoup de succès à cette époque-là. C'était le Testament français. Et je lisais dans le Testament français une sorte d'anecdote racontée comme quoi son premier livre, parce que le Testament français n'était pas son premier livre écrit en français, mais le premier livre ne trouvait pas de maison d'édition. Et ce qu'il devait faire pour convaincre une maison d'édition de publier ce premier ouvrage, c'était de produire le manuscrit original censé être en langue russe et de dire que c'était traduit du russe et donc qu'il y avait une certaine authenticité ou quelque chose du texte. Et donc, il explique, créer le texte original en russe à partir du texte en français. Et donc, c'est une histoire qui avait capté mon attention à cette époque-là et qui m'avait vraiment intéressée. C'est vrai qu'aux États-Unis, je pense que le public est beaucoup moins
Je dirais pas obsédée, mais c'est un mot que j'utilise parfois, que je marie avec le mot origine, parce que je vois un certain désir de savoir quelle est l'origine, quelles sont les origines d'un être. Et ça peut être un auteur, et ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un taxi, et ça peut être un chauffeur de taxi en France qui dit, mais vous venez d'où? Quelles sont vos origines? Un désir de savoir que moi, j'ai souvent interprété comme un désir de mettre quelqu'un dans une catégorie. Et dès qu'on peut les mettre dans cette catégorie, c'est bon. On a compris la personne, on a compris sa personnalité, son mode d'être, etc. Mais ce sont des généralisations, bien sûr. Aux États-Unis, ça varie beaucoup. Il y a des lecteurs de toutes sortes. Il y a aussi des spectateurs ou des fans de musique. Ça marche dans différents domaines, bien sûr, qui sont plus ou moins intéressés par le parcours du créateur ou de la créatrice derrière l'ouvrage. Ça varie beaucoup. Dans le domaine de l'académie, si on veut, des universités aux États-Unis, la francophonie en tant que discipline littéraire est arrivée surtout aux années 80 avec quelques profs qui voulaient vraiment faire introduire des textes moins connus, du canon, etc., dans leur cours de français. Et ça marchait très bien, mais ce n'était pas du tout quelque chose de reconnu par l'administration, par ceux qui allaient promouvoir ces profs ou les titulariser, etc. Mais aux années 90, on a réussi, ces professeurs qui m'ont précédé, bien sûr, ont réussi à faire entrer dans les salles de classe de manière beaucoup plus officielle toutes sortes d'ouvrages qualifiés de francophones et ont créé vraiment une discipline qui cartonnait. Et en fait, on avait pas mal d'étudiants qui n'assistaient plus à des cours de français, etc., qui sont venus parce qu'ils s'intéressaient à ce qu'on appelait parfois les voix minoritaires, à ces histoires qu'ils ne connaissaient pas et qui venaient de partout dans le monde potentiellement. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui commençait à marcher très bien. Et justement, quand ce manifeste des 44 que Bessora a mentionné a été publié en 2007, on avait pas mal de profs qui avaient mené cette lutte aux États-Unis aux années 90, qui avaient très peur justement que le fait de jeter ce titre francophone allait mettre en cause, mettre en danger effectivement tous ces cours, tous ces postes de spécialistes de la francophonie qu'ils avaient tant lutté pour avoir finalement. Donc, c'était une dynamique intéressante parce que ce mouvement qui était très positif à beaucoup d'égards avait aussi la potentialité, la possibilité de faire disparaître, ils avaient peur. Toute une discipline qui marchait très bien et qui était vraiment très riche aux États-Unis. C'est vrai que j'ai eu le bonheur d'interviewer Maryse Condé en 2006, il me semble. Non, c'était en 2008 et elle était de passage à Chicago. Donc, je ne l'ai pas interviewée à Paris, mais plutôt à Chicago. Et elle avait mentionné son travail de prof à la Sorbonne à Paris. Et elle a mis en contraste l'expérience d'être prof aux États-Unis, notamment à Columbia University, mais aussi dans d'autres facs. Et elle a expliqué qu'il y avait beaucoup plus de liberté aux États-Unis, beaucoup plus de mise en valeur de son travail dans ce domaine qu'on appelle francophone. Mais elle n'a pas dit que c'était
tout facile non plus. Elle a souligné que c'est une discipline difficile dans les deux contextes, mais qu'il y avait plus d'appréciation aux États-Unis. Tout récemment, donc je veux juste dire ça avant d'arrêter de parler, il y a peut-être 2 jours, Maryse Condé a été en pleine page dans le New York Times, dans un très joli article, assez long, avec des photos spectaculaires, vraiment très belles photos. Et on a parlé justement de sa carrière, du fait qu'elle soit lue dans beaucoup de langues, y compris bien sûr en traduction en anglais, surtout grâce à son mari qui a traduit énormément de ses ouvrages en anglais, donc assez connu, mais en même temps, en dehors d'un certain public, un certain lectorat universitaire et souvent francophone, ou avec une appréciation surtout pour la littérature du Caraïbe ou quelque chose, il y a une ignorance lamentable. Et donc, vers la fin de cet article, on cite une critique de quelqu'un qui dit « Ah, de toute façon, on n'apprécie pas beaucoup ces auteurs du Jamaïque. » Donc, on se trompe et de l'île dont elle vient et de la langue, si on y pense, dont elle écrit, enfin, dans laquelle elle écrit. Donc, l'ignorance peut être énorme, bien sûr, aux États-Unis, mais on n'a pas cette tendance à vraiment mettre des gens dans des cases, que ce soit dans des catégories géographiques ou d'autres. Et toi, quand le taximan te demande quelles sont tes origines, tu réponds « Je suis Cherokee ». C'est vrai, des deux côtés, et on est toujours incrédule à l'entendre. Il y a eu un ouvrage écrit par Percival Everett il y a pas mal d'années, il y a une quinzaine d'années, qui portait justement sur l'assignation identitaire pour les écrivains à la fois asiatiques et afro-américains. Et c'est un ouvrage, ça s'appelle Effacement, et ça reste toujours un best-seller. Et c'est un gros problème parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est tout aussi présent aux États-Unis. Merci, Pia. Bon, on va peut-être conclure. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'auteurs pour nous dire « Mais oui, je suis une personne à vulve et je suis fière de ma vulve. » ou Mais du coup, je pourrais peut-être vous recommander un livre collectif qui est sorti qui s'appelle « Les auteuristes peuvent-ils tout dire ?» et c'est sorti chez Monstrographe. Et il y a peut-être dans ce bouquin-là des textes qui apporteraient une contradiction à ce qu'on a exprimé ce soir. Donc, merci à tous d'avoir répondu à notre premier rendez-vous. On va continuer à travailler, même si ça peut paraître un petit peu abstrait. Avec Alison, on prépare notamment un colloque qui se déroulera cet été, probablement plus particulièrement sur la question francophone. Alison, tu parlais de cette catégorie à l'université, mais il y a aussi à l'université les études de genre. Donc, on va aussi interroger les catégories sexuelles et les catégories de genre. Et puis, sur les prochains numéros, on va peut-être inviter plus d'institutionnels. Donc, ça peut être le Centre national du livre ou bien l'Institut français. Et on va inviter des acteurs de la chaîne du livre, ceux dont on parlait tout à l'heure, donc éditeurs, libraires, médias, etc. Donc voilà, merci encore. On vous fait suivre la vidéo YouTube et puis des infos, et notamment les textes que Shumona et d'autres ont écrits dans une liste de diffusion qu'on a créée. Et puis on vous dit à bientôt, on vous tiendra évidemment au courant de la suite. Au revoir et merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Hola.